Chers télétravailleurs, bienvenue. Vous venez de rejoindre la pause où nous discutons de télétravail sans filtre. Je m'appelle Guillaume, je suis product owner en remote et j'anime ces pauses avec Martin. Ensemble, nous discutons de tous les aspects du télétravail, mais pas que, pour partager nos trouvailles, nos galères. Bref, de tous les aspects de nos boulots. Alors, prenez un café, détendez-vous et venez partager nos expériences. Bonjour Martin. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Bienvenue à la seconde pause. Je crois qu'on avait terminé la dernière fois en disant que ce serait bien qu'on parle d'équipe, d'organisation d'équipe Scrum. Donc j'ai revu, je suis allé faire mon travail, je suis allé revoir les principes d'Agile qui pourraient guider la création d'équipe et ce que préconise le framework que nous on suit qui est Safe. Donc les équipes en gros, sur le principe Agile, ça dit qu'il faut maximiser la valeur des clients et qu'il faut aussi préconiser les échanges verbaux. Peut-être le remettre devant moi pour pas dire des bêtises. C'est intéressant parce que du coup, si déjà ça dit il faut maximiser la valeur client, ça veut dire que tu fais plutôt un truc où on travaille sur directement les features utilisateurs plutôt que de diviser en équipes Ouais. où tu ferais pas un truc directement qui apporte de la value, quoi. Typiquement des trucs qui seraient cachés ou qui feraient des équipes qui travailleraient que sur une partie de back-office ou ce genre de trucs, quoi. Bon, mettons dans les 12 de Agile Alliance. Donc la première priorité, satisfy customer through early and continuous delivery of valuable software. Welcoming change requirements, donc ça c'est pourquoi on fait du Scrum, deliver working software frequently. Il y a un truc moi sur lequel je me questionne du coup. Build projects, alors celui-là peut être intéressant pour les équipes aussi. Build projects around motivated individuals, give them the environment and support they need and trust them to get the job done. Donc, j'imagine que la structure de ton équipe peut aussi impacter la motivation des individus. Bah oui, enfin. Donc ensuite, il y a the most efficient and effective method of conveying information to and within the element team is face-to-face conversation. Ça, c'est pareil. L'échange d'informations est très important dans la gestion de tes équipes. Working software is the primary measure of progress, etc. Donc en gros, je pense que quand tu prends ces 12 principes, ce que je comprends de la communauté en faisant mes devoirs, c'est qu'il y a deux idées principales qui se dégagent. Il y en a une, c'est faire des équipes feature, donc les équipes qui soient capables de livrer directement au client, parce que tu pars du principe que si ton équipe elle fait la feature de bout en bout, et elle va être plus à même à satisfaire le client parce qu'elle va mieux comprendre son besoin et elle va se mettre dans sa peau et donc du coup elle va faire du travail qui marche pour le client avant tout. Et que si tu fais des équipes en stack, il y a des chances que les gens qui soient pas face au client, ils fassent des choses bien, parce que eux ils pensent qu'il est bien, mais pas ce que le client veut. Mais que ça serve pas le client à la fin, ce qui est. Enfin, en vrai, de manière Ça, c'est les pragmatique, premiers, je pense, en général, on raisonnements. te conseille quand même que, enfin, même quand tu coupes en stack, normalement, t'es quand même censé attendre l'équipe qui a besoin de ton truc, elle t'est censée te donner ses besoins. Donc, mais ouais, effectivement, je pense que je dirais aussi que ça rend les choses plus difficiles, quoi. Ça, c'est le premier raisonnement. Deuxième raisonnement, je pense que c'est plutôt l'autre partie des principes agiles qui priment. Ce qui va ressortir, c'est que les gens, ils ont une expertise. Donc, si tu les fais pas travailler sur leur expertise, ils peuvent baisser en motivation et en qualité de code. Et si tu les réunis de façon, si tu les mets entre experts, l'information va mieux circuler et ton produit va être de meilleure qualité, quoi. Et donc, à mon avis, c'est ça les deux principaux raisonnements qui gouvernent le débat sur est-ce que c'est des team features ou des team pas features qu'on va prendre. Ce que Safe, préconise, qui n'est pas d'eux d'ailleurs, mais dans leur team topologie, donc ils ont quelque chose qui est tiré d'un livre. Alors, c'est qui est de qui? J'aurais dû préparer ça. Mais après, tu vois, dans les squads, Design thinking. enfin, ou les feature teams, Ouais. il y a
Moi, il y a un problème que je vois assez fréquemment. C'est quoi une feature, quoi? Comment tu fais le découpage? Parce que autant dans le concept de squad de Spotify tout au début, c'était de toute façon tu travailles sur un truc. Enfin, globalement, c'est éphémère. Donc tu travailles sur une feature et une fois que c'est terminé, de toute façon, tu vas travailler sur un autre truc. Et l'ownership est pas directement fait sur la feature. Donc ta team va pas rester pour maintenir cette feature. A priori, ils en sont revenus, d'après ce que j'ai compris. Parce que même s'ils essayent d'y pallier, il y a des problèmes justement, quand il y a un problème sur la feature, il faut quand même des gens pour la maintenir. Okay. Et donc il faut un ownership plus clair. Mais du coup, comment tu fais quand tu as des feature teams pour qu'il y ait un scope clair et qu'elles se marchent pas sur les pieds? Moi, c'est le truc que je vois le plus fréquemment, quoi. Genre, Donc, des gens qui se demandent, mais qui est responsable de ce truc, du coup? ouais, ok. Donc bon, alors, donc Safe, ça part d'une analyse d'un livre de Skelton et Matthew et Manuel, je sais pas quoi, Team Topologies Organizing Business and Technology. Donc, en gros, ils décrivent une typologie, enfin 4 typologies d'équipes. Ils préconisent de favoriser les features, les streamline teams, donc les feature teams. Mmh. Mais ces streamlines, elles peuvent pas toutes faire. Donc il y a 3 autres topologies. Il y a les platform teams. Donc la plateforme team, elle a pour mission de produire une plateforme ou un service au streamline qui va alors améliorer l'efficacité, etc. Donc par exemple, dans plateforme team, on peut imaginer des personnes responsables de créer un framework de test automatique. Donc Ouais, streamline va testing, produire les tests, probablement maintenir intégration continue la forme aussi, de ce genre de test, truc, quoi. intégration. Si tu as, bon après à découper quoi, mais si tu as par exemple un interface graphique, maintenir l'organisation de l'interface graphique, ce serait plutôt la plateforme team et la streamline vient contribuer pour son nouveau bouton ou sa nouvelle feature, mais c'est pas à eux de faire en sorte que la plate comment ça s'appelle que l'outil il soit maintenu à jour avec l'OS du hôte, etc. quoi. Donc plutôt plateforme, eux, plateforme team, ils produisent un service sous forme d'une plateforme qu'ils maintiennent pour les streamlines. Ensuite, une enabling team. Donc les enabling teams, en gros, elles ont pour mission de plus avoir de mission. Donc là, typiquement, ça va être des consultants qui viennent faire des formations, apprendre des choses, mettre en place un process pour améliorer l'efficacité des streamlines. Ça peut être de la validation manuelle de features, des périodes de fusing, de recherche exploratoire, de qualité, bon, des choses, on va dire, missions euh, plutôt ponctuelles qui viennent aider la streamline dans leur efficacité. Donc l'équipe n'est pas forcément ponctuelle d'ailleurs, mais c'est juste que les missions, elles sont pas... c'est pas de Voilà, les maintenir... missions sont ponctuelles, mais ça peut être la même équipe qui en fait plusieurs, quoi. ouais, voilà. Et le dernier, c'est The Complicated Subsystem Team. Donc là, c'est une équipe qui est organisée autour d'une spécialité très très difficile, qui requiert vraiment beaucoup beaucoup de connaissances et d'expertise. Donc par exemple, quelqu'un qui sait faire du deep learning, est-ce qu'il a sa place dans une équipe streamline qui par ailleurs les autres personnes ne sont pas experts en deep learning? Comme tu peux pas swapper les gens, en fait, tu as quand même besoin que quand tu travailles en équipe, les gens d'une équipe ils soient suffisamment capables de s'entraider, de s'auto-organiser pour que ce soit pas une personne qui fasse toujours la même chose, quoi. Donc si tu as une expertise trop forte, comme du deep learning, et que tu n'en as pas d'autres dans les autres streams, bah peut-être qu'il te faut une équipe de sous-systèmes très compliqués où tu réunis tous les gens qui font le deep Qui learning. font le deep learning, ouais. Ça peut être, par exemple, si c'est par exemple une boîte dans le médical, peut-être que la plupart des choses, c'est du DevC embarqué classique, mais qu'il y a quand même besoin d'avoir une équipe, une unité qui a une maîtrise métier du truc médical, par exemple, si c'est une mesure d'encéphalogramme, etc. Donc peut-être qu'il y en a 2 ou 3 qui sont dans une équipe qu'on appellera cette équipe Subsystem Complicated Subsystem, pour gérer la partie vraiment qualité de la mesure de l'encéphalogramme, quoi. Genre, que sais-je, quoi. Donc voilà, l'idée c'est de réunir là l'expertise qui n'aurait pas de sens dans les autres équipes.
Donc, je mettrai dans Ouais. la description le lien vers ça. Moi, j'en vois pas trop d'autres. J'ai l'impression quand même que c'est plus une formalisation de ce qui doit exister dans la nature. Je sais pas si on peut imaginer d'autres topologies, mais ils ont une page qui permet de mieux définir comment on les juge et quelles sont leurs responsabilités et quelles sont leurs interactions. Mais tout est tourné autour de interagir avec les feature teams pour que les feature teams elles puissent livrer aux clients des nouvelles features. Et du coup, les feature teams elles sont jugées sur la satisfaction du client, alors que la plateforme team, par exemple, va être, je sais pas moi, jugée sur la stabilité de sa plateforme, ou le gain d'efficacité de la feature team en vitesse, par exemple. Mais du coup, je trouve qu'il y a des trucs qui sont quand même pas évidents, même en ayant défini ça. Parce que du coup, maintenant que tu l'as défini, là où j'étais avant, c'est exactement comme ça que ça fonctionnait. Et avec du coup les mêmes noms, parce que du coup, je savais pas que plateforme team, enfin, il y avait une définition un peu plus formelle quand même. Mais par exemple, un des trucs que je me demande là-dedans, et que je sais pas si on le faisait correctement, c'est nous on avait des feature teams qui ownaient des parties de plateforme dans lesquelles d'autres feature teams allaient intervenir. Donc en gros, qui ownaient un service parce que ceux qui l'avaient créé, ils avaient plus de trucs à faire là-dedans, et donc ils ownent une partie de plateforme parce que toi, potentiellement, ta feature team, elle a besoin d'aller travailler dedans. Et je trouve que ça rend les frontières très ambiguës du coup. Ouais. Alors nous, on le fait dans Et l'autre sens. pareil pour après corriger les bugs dans ce genre de trucs. Ouais, alors je sais pas, enfin, Safe ne fait pas de la prescription à ce niveau de détail-là. Et après, le truc, c'est que ces typologies, en fait, finalement, tu peux les appliquer à n'importe qui. Donc, je pense que c'est pas vraiment une recette qui va t'aider. Ça te décrit un peu mieux comment tu peux organiser tes équipes, c'est quoi leur rôle, etc. Mais la vraie préconisation, c'est quand même d'avoir des feature teams principalement, quoi. Plutôt que d'avoir plein d'équipes composants qui seraient des plateformes teams, on va dire, les unes superposées aux autres, quoi. La partie le owning, c'est vrai que c'est compliqué. Nous, on a plutôt tendance à donner aux plateformes team qu'elles soient honneurs de la plateforme et que justement les streamlines, quand elles font des contributions, elles soient review par la plateforme team pour éviter qu'elles Ouais. aient oublié une guideline ou modifié architecturellement quelque chose. Enfin, puisque du coup, l'architecture, c'est plutôt la plateforme team. Donc, si jamais ils sont en train de travailler un refactor ou des choses comme ça, en gros, il faut qu'ils disent à la streamline team, bah, cette nouvelle feature, faites-la plutôt comme ça pour respecter nos nouvelles Non, guidelines, et puis pendant qu'ils sont en train de faire un travail de fond, quoi. il te faut aussi un garant de l'architecture. Ouais. Donc Donc dans nous, tous c'est les cas. plutôt comme ça qu'on le fait, quoi. Euh, Après, c'est sûr que s'il y a des choses qui sont très très métiers, donc tu peux avoir une granularité où on va dire, ça dépend comment tu découpes on va dire ta code base, mais tu pourrais imaginer que t'as une découpage où tu as un common et un core avec vraiment l'architecture et c'est dans l'architecture clean par exemple le centre qui est vraiment la partie clean qui soit la plateforme et les choses qui sont autour normalement de l'oignon qui sont dans des sous-dossiers qui sont les parties business et métiers que là ça soit plutôt owné par la streamline parce que c'est pas un truc où la plateforme est censée aller bouger quoi que ce soit quoi parce que eux Ouais, ils connaissent pas le client. nous, on avait un espèce de truc où on disait que de temps en temps une team devenait plateforme quand beaucoup de gens commençaient à utiliser les services qu'elle avait fait. Mais du coup, je sais pas, je trouve que la limite est quand même un peu floue entre enfin, Ouais. pas la limite, mais définir l'ownership quand tu as une définition de team comme ça, je trouve que c'est flou et que c'est un peu compliqué. Alors nous, les écueils enfin les écueils, les tendances, on va dire anti-pattern qui se produisent, sur lesquelles il faut être vigilant, c'est par exemple les streamlines, elles sont hyper chargées, donc en fait dès que ça rentre dans la plateforme, ils vont dire à la plateforme de le faire quoi. Hmm. Ou naturellement le bug dans la plateforme, il retombe sur la plateforme, ou Ouais, voilà, ça c'est un écueil. voilà. Donc en gros, la plateforme, petit à petit, en fait, c'est difficile de combattre le fait que la streamline, elle essaie de se dégager et de pas aller travailler là-dedans, quoi. Il ne peut pas maintenir ouais, et de laisser la Ça, c'est maintenance. un des gros problèmes que nous on a. Euh, donc effectivement, ça pose un souci quand il y a un bug qui rentre, etc. De qui commence par défaut à regarder. Et Bah, des fois, c'est pas évident de lier un bug à une feature particulière. Enfin, en tout cas, pas dès le départ. Donc,
Donc ouais, moi je trouve que c'est là où ça devient compliqué, quoi. Donc ça, c'est un premier truc. On a un deuxième truc, c'est que donc on a des équipes feature. La charge de travail est parfois très grande. Donc là, quand la charge devient trop grande, enfin le train, on va dire, tout d'un coup, on nous demande, bah non, en fait, là, ponctuellement, vous allez aider la team feature, donc vous allez faire plus que votre plateforme, quoi. Euh, donc là, ça, c'est un autre truc qui peut arriver. Dans ce cas-là, ça pose la question de comment on fait. Donc tu vas garder l'intégrité de ta Scrum Team, mais donc le problème, c'est que ta Scrum Team, elle n'a pas forcément les connaissances, donc il faut mettre en place des façons de parler, etc. Euh, S'ils échangent pas, du coup, l'information elle passe pas forcément. Donc comment tu fais passer pour passer l'information sur les guidelines d'une à l'autre? Je pense que c'est là où on essaie d'avoir des notions de squad, par exemple chez Spotify, quoi, qui font de la feature team et qui ont des squads transversales. Où normalement ils sont de continuer de se synchroniser, quoi. Au lieu d'avoir des plateformes team, ils ont des squads, donc c'est des moments de synchronisation dans la semaine ou par composant. Mais du coup, Ouais, il y a du aussi le coup, problème que la streamline, elle est censée être un peu T-shape, quoi, tu vois. Tu peux pas avoir des gens je suis trop pas sûr que externes je dedans. comprends ce que c'est une squad pour vous, en fait. Bah, pour moi, ce que je comprends de la squad, c'est ça. T'as les streamlines, donc les gens, ils ont une expertise autour d'un revenu, ils comprennent un besoin d'un client. Sauf que, en fait, pour faire ça, comme il y a plein de stacks différentes, de composants différentes pour y arriver, il y a des squads par composant, où c'est les gens qui ont une Ok. affinité ou qui ont l'habitude de travailler là-dedans, qui s'échangent pour définir c'est quoi les architectures de ce composant, c'est quoi l'avenir, les guidelines, les changements qui arrivent, etc., quoi. Ouais, du coup, ça ressemble plus à ce que on appelait une guilde, nous, mais enfin, typiquement, après, c'était peut-être plus large que ce que tu es en train de On dire. appelle ça un club. Ouais, mais du coup, club et guild, c'est plus proche que. Pour nous, une squad, c'était globalement, il y a une urgence ponctuelle. Ah, C'est pas une responsabilité dans une feature team ou une plateforme team en particulier. Du coup, on va faire une team pour gérer ça. Donc, on va prendre des gens dans différentes teams on appelle pour. ça une task force. On est Oui, vite dans la ouais, barre. aussi, oui. Ouais, bon, bref. Donc, du coup, il n'y a pas de. Je sais pas s'il y a une solution parfaite. Normalement, Agile va dire qu'à la fin, tu mesures selon tes principes avec la satisfaction cliente en premier. Donc, si jamais tes équipes elles produisent des choses enfin, où le client se dit bah non c'est pas ça qu'on a demandé, donc là c'est gros red flag et il faut changer l'organisation de tes équipes, quoi. Et après le deuxième ça serait la motivation. Donc si jamais tu perds trop en vitesse ou en efficacité ou que t'arrives pas à la maintenir parce qu'il y a quelqu'un dans une équipe qui devient indispensable parce qu'il y a que lui qui a la connaissance, Hmm. bah là c'est red flag, il faut revoir ça aussi, quoi. Et a priori je pense qu'il y a que comme ça. De toute façon l'agilité c'est ça, hein, c'est l'apprentissage empirique. Donc je pense pas Ouais. que à un instant donné, la topologie qui conviendra forcément toujours dans le futur. Faut pas changer les équipes sans arrêt non plus, parce que sinon les développeurs vont devenir fous. Mais nous, on a fait deux, trois itérations avant que ça soit stable. Bon, là, ça commence à être un peu stable, mais pareil, quoi. Il y a des choses, on commence à se demander, bon, finalement. Donc il y avait un écueil qu'on avait sur la deuxième itération, qui était que on recrutait beaucoup à ce moment-là, et les gens qui recrutaient, euh, C'était pas très par dispo. exemple, les gens qui avaient besoin d'une expertise sérieuse, qui n'étaient pas comme on n'avait pas d'équipe, on n'avait que des streamers, on n'avait pas d'équipe par expertise, et ben il y avait un vrai problème pour le onboarding, quoi. Hmm. Donc du coup, on a créé une équipe d'experts pour ces gens-là, et après, une fois qu'ils sont formés, ils sortent de l'équipe et ils vont dans du streamline, par exemple, et comme ça, on résout le problème de l'onboarding. Sauf que maintenant, on recrute plus, donc la question c'est est-ce qu'on la Qu'est-ce garde qu'on en fait fait avec cette l'équipe équipe de d'experts onboarding? si elle est délétère, quoi. Euh, Voilà. mais du coup, pourquoi ça marchait pas de onboarder dans les équipes, enfin dans l'équipe dans Parce que les clubs, ils laquelle. marchaient pas bien en fait. Ils arrivaient pas suffisamment de gens disponibles pour vraiment leur apprendre, et que le temps de club, il n'était pas suffisant pour que on leur donne la vue globale d'un composant, quoi. Et en Ok. plus, s'ils sont dans la streamline, il faut qu'ils apprennent tous les composants. Donc, du coup, il faut qu'ils aient une vue de tous les composants. Comme c'est Ouais, pas après, forcément homogène, bon, enfin, est-ce que t'as vraiment besoin de faire ça comme ça? Enfin, moi, personnellement, la plupart du temps, quand on l'a fait, et même là, de ma dernière boîte, en général, t'apprends le composant quand t'as besoin de travailler dedans. En gros, on te donne d'abord à ton onboarding une vision globale de à quoi il sert.
et potentiellement des grandes lignes de comment il marche, mais c'est tout, quoi. Et après, une fois que tu as besoin de travailler dedans, là, tu vas perdre un peu de temps pour le comprendre un peu mieux. Soit tout seul, soit avec quelqu'un, mais du coup, quelqu'un de la même équipe que dans laquelle tu es. Je sais pas, moi, c'est pas moi qui étais confronté directement. C'était une solution qu'on a eue, a priori, ça a pas trop mal marché. Ça a aussi amélioré la motivation des développeurs qui étaient vraiment pas contents. Donc, on a quand même fait des itérations parce que personne n'était content des topologies qu'on essayait en intermédiaire, quoi. Moi, Ouais, après, de toute façon, c'est une question compliquée, hein, mais j'ai été dans deux types d'équipes. Après, je pense que ça dépend d'une affinité des gens aussi. Euh, Moi, j'aime bien le stream, j'aime bien le streamline quand même, parce que justement, j'aimais pas, enfin, quand on était que par stack, je trouvais qu'on avait vraiment un gros problème d'interfaçage. Il fallait que je fasse des efforts pour aller voir les autres équipes pour leur dire bon alors votre interface là, qu'est-ce que vous avez prévu, comment on fait, et souvent ça calait pas quoi, on pétait des trucs. souvent, t'as oublié un truc dans l'interface. Et donc j'aimais bien ce côté stream parce que en fait quand tu es en train de design ta feature, tu peux aller voir partout et tu es sûr que tu as défini ton interface correctement partout. J'aime bien aussi la partie plateforme. Si la plateforme est suffisamment grosse et que c'est un vrai service où enfin, une fois que c'est suffisamment mature, tu vois, c'est plus comme un SDK par exemple, plus comme ça, donc les gens ils en sont contents, tu produis un SDK, t'es fier de toi quoi, tu vois. Tes clients c'est les gens internes. Mais il faut pas que ça soit faut pas que ça soit une équipe avec un composant trop petit quoi. Si c'est trop petit le scope, c'est contre-productif je trouve. Ouais, je pense qu'une bonne façon de faire, probablement. Moi, je suis relativement convaincu par ces deux types d'équipes-là. Et je suis aussi convaincu par les streamlines parce que, aussi, côté utilisateur, en termes de ce que tu apportes pour le produit au final, je trouve que ça donne, enfin, normalement, tu vas finir avec un truc qui a un peu plus de cohérence que si, en fait, plein de gens ont participé à ce truc et que la définition a légèrement drifté à chaque fois parce que les définitions d'interface étaient un peu compliquées. Potentiellement, tu peux avoir un produit qui est pas cohérent de bout en bout et qui est un peu chiant à utiliser, alors que normalement, ça arrive pas avec une streamline, quoi. Et par contre, je trouve que les plateformes sont utiles et du coup, un des trucs que j'aime pas avec cette topologie-là, c'est que souvent, elle se retrouve à faire un truc enfin, on a l'impression qu'il n'y a pas de valeur client. Et du coup, c'est pas hyper gratifiant pour elle. Mais par contre, tu peux potentiellement leur donner un scope plus large que juste un composant ou juste, enfin, en général, c'est ce qui arrive justement pour éviter que, le but c'est pas qu'elles s'ennuient. Potentiellement, elles peuvent, enfin, on leur donne souvent aussi la responsabilité de faire du tooling ou ce genre de trucs plus que juste des composants, quoi. Ouais, Et, et là, je trouve que ça devient un ok. peu plus gratifiant aussi, quoi. Alors ça c'est sûr que c'est un écueil aussi sur les récompenses. Donc tu viens de livrer un client, bravo à l'équipe feature qui a réussi à tenir dans les temps les engagements, le client est très satisfait et t'es là genre allô, allô, Ouais, félicitons pour les plateformes team qui ont livré les Streamline Team dans les temps aussi. ouais, souvent, ouais, ça amène ce genre de frustration. Et c'est difficile à gérer parce que c'est plus difficile de quantifier à quel point elles ont participé et de les féliciter, pareil. C'est la mesure qui est différente, mais du coup il faut, à mon avis, il faut que l'équipe programme soit capable de mesurer toutes les équipes si tu veux savoir qu'elles fonctionnent bien quoi. Mais du coup effectivement la Streamline tu la mesures sur la sélection du client Ouais. mais pas les autres quoi. Mais c'est surtout du coup les gens extérieurs à cette organisation, enfin, à l'organisation engineering, quoi. Ils vont avoir tendance à voir le résultat sur le client et pas le reste, quoi. Du coup, Et après, l'autre écueil qu'on a souvent, enfin, une grosse difficulté, euh, donc si tes stacks, elles sont très variées, mettons, je sais pas, t'as 5 ou 6 langages, enfin, t'as un backend en Rust, t'as un front avec deux téléphones, donc un Swift, un Android, tu peux avoir du Kotlin, du Swift, du Java, du laptop en plus, enfin, bon. Donc ton front, ton backend il est différent. T'as du DevOps dedans parce qu'il faut que tu déploies. Donc t'as, je sais pas moi, du YAML, des trucs comme ça. T'as des trucs experts, t'as du deep learning, enfin bref. Si ta stack elle est vraiment très très grosse, en fait, tu vas devoir avoir, pour que ta streamline, soit elle va devenir vraiment trop grosse avec des gens spécialisés, donc en fait tu pourras pas vraiment swapper les tickets par gens, donc là c'est vraiment un gros problème. Et, ou inversement, en fait ta stream elle est pas vraiment stream quoi, tu vois, t'es obligé d'avoir une oui, chaîne du de coup, stream pour y arriver. Donc c'est vraiment, enfin,
Ouais, nous, on a un souci comme ça. On a un décalage en fait, par exemple, sur les outils de test. Donc on est obligé on est obligé de former les gens sur les outils de test pour qu'ils puissent rédiger eux-mêmes leurs tests parce que c'est dans une technologie qu'ils maîtrisent pas à la base, quoi. Ouais. Et donc ça, tu vois, c'est un des écueils qu'on a, c'est que en fait, et quand si tu donnes quelqu'un pour évangéliser ou apprendre, il faut quand même que tu aies le temps dans l'équipe pour pouvoir décider ça. Et puis souvent, en fait, tu te retrouves quand même avec une ou deux personnes qui sont vraiment très bons sur un composant et pas sur tous les autres, quoi. Ouais, du coup, je suppose que ça crée aussi des problèmes d'occupation, quoi. Parce que si en gros t'es dans une streamline parce que je sais pas, tu maîtrises hyper bien Android, mais pas les stacks enfin pas les couches les plus basses, bah du coup il y a potentiellement des moments où ce sera difficile de t'occuper dans ta streamline parce qu'on va pas toucher au mobile, quoi. Ouais, donc ça demande aussi des développeurs qui ont la mentalité qui aiment bien être touche à tout un peu, plutôt que de devenir vraiment très très bon dans un truc. Ouais, c'est une des questions que j'allais poser parce que moi globalement je trouve que pour un ingénieur c'est quand même beaucoup plus fun de pas être ultra spécialisé dans un truc mais d'être relativement généraliste. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des cas où l'expertise dans un domaine, elle peut être utile à la boîte. Du coup, enfin, Nous, c'est plutôt l'inverse, on a plutôt des gens qui aiment vraiment être très spécialisés et très ah peu qui ouais, sont touche à tout, quoi. Et je pense que c'est parce qu'on est dans l'embarqué, très proche du hardware et ça se mélange pas bien. Alors, à mon avis, les gens sont beaucoup plus polyvalents dans le monde DevOps et ça, c'est compagnie, quoi. Quand tu fais du back-end, t'es jamais loin ouais, du le front ou dev au du DevOps, niveau quoi. globalement, je pense. Euh, et t'as probablement changé beaucoup de langage parce que c'est hyper dynamique. Enfin, je veux dire, il y a la bataille entre Go et Rust et Python, etc., quoi. Nous, on a embarqué la bataille entre le C et le C, quoi. Enfin, le C99 et le C2001. Bah, le Le reste Rust maintenant. rentre timidement dedans. Donc sur Android, par exemple, ils font C++ et Rust maintenant sur les parties basses, les couches basses, tu vois. Mais enfin, il y a un moment donné, tu vois, genre, chez nous, c'est quand même une expertise qui est très très forte. Et ces gens-là, si tu leur demandes de changer de langage, etc., c'est vraiment dur en général, quoi. Et en plus, Ouais, après, s'ils ont une expertise, par exemple RF ou de mesure ou de choses comme ça, qui est un peu hardware et électronique en plus, c'est pareil, quoi. Peut-être qu'ils ont vraiment juste hmm. être envie d'être spécialisés dedans. Ils font des drivers, ils font des bring-up de cartes. C'est pas envie Après, de le faire du truc, c'est code, que faire des tests fonctionnels et systèmes, quoi. c'est ce que je dis. En fait, il y a vraiment un besoin de niche, mais il y a vraiment un besoin pour des gens comme ça, quoi. Ouais, Parce que enfin, je pense pas que ce soit envisageable que quand ta stack elle va du hardware jusqu'à du back-end et des applications mobiles, que tu dises que quelqu'un est réellement full stack. Parce que ouais. à un moment, le développement système pour un OS particulier embarqué, etc., ça demande assez d'expertise pointue juste sur ce truc-là pour que tu puisses pas dire j'ai appris ça plus tous les frameworks back-end connus plus le Ouais. front plus de l'Android plus. Alors, peut-être que c'est pas la même granularité. Peut-être qu'on peut voir ça comme, par exemple, sur une carte, un mec spécialisé, en fait, il va juste faire le driver, il va pas faire l'électronique, et un mec streamline, il va plutôt se dire, moi, je suis capable de faire un peu d'électronique, de juger les schématiques Ouais, qu'on m'a donnés, et de comprendre un peu le bring-up, et de faire une partie du driver, quoi. ouais, c'est ça. Je pense Et un exemple qu'idéalement, de comment tu utilises le driver, par exemple, quoi. Et hmm. peut-être que là-dedans, là, on a peut-être un stream d'un sous-système qui est vraiment genre ta carte ou ton kit d'évaluation. Et dedans, les gens qui sont spécialisés, c'est les mecs qui font vraiment genre la puce de ta boîte. Euh, et une toute petite partie du driver, par exemple, qui est Après, compliqué. est-ce que dans le modèle que tu lisais tout à l'heure, est-ce que finalement, en fait, vous n'avez pas besoin d'une espèce je sais plus comment t'appelais ça, enfin les sous-tâches complexes pour l'embarquer spécialisé, Alors, quoi. on en a, oui, on en a, nous, Et alors après, la boîte est très très grosse, hein, donc je parle de mon train à moi, il y a aussi plusieurs trains, parce qu'on a un portfolio plus large. Donc je sais pas comment sont organisées ces personnes-là, Hmm. celles qui font les parties, les cartes d'évaluation, je sais pas comment elles sont organisées. Je sais comment on a organisé la partie plutôt près du client pour le SDK, quoi. J'avoue que moi, dans mes exemples,
les boîtes qui faisaient du hardware, elles n'étaient pas assez grosses pour avoir ce genre de problème. Ouais. Globalement, tout le monde devait tout faire. Donc, Voilà, sur les startups, je pense qu'il y a une équipe de Streamline qui est composée de 2 développeurs ou 3 développeurs. bah, non, ça va de 2 à une dizaine, je pense. Et après, tu commences à découper quand tu arrives à dépasser une dizaine sur une équipe. Et Tu après, te demandes enfin, sérieusement. quand t'es petit, je pense que la topologie, elle est quand même, c'est quand même facile à avoir quelque chose d'efficace. Tu t'as pas vraiment besoin de te demander si t'es stream ou pas, en fait, parce que si t'es que 20, donc tu vas faire 3, mettons, tu fais 4 équipes de 5, ces gens-là, tu peux quand même les réunir tous les jours pour leur faire parler. Enfin, toutes les semaines, tu peux avoir synchronisation à 20 personnes, Ouais, c'est ouais. pas trop dur à faire, quoi. Bah, de toute façon, oui, tant que, enfin, c'est la pizza team, quoi. Tant que ton équipe, elle peut manger des pizzas ensemble, t'as pas spécialement besoin de la couper pour la faire communiquer plus Donc là, efficacement. tu peux garder composants au stream, je pense que ça change pas grand-chose au final, quoi. Mais par En contre, revanche, donc les trains de safe, c'est plutôt, enfin, en gros, ça commence à 50, ça finit à hmm. 300 dans leur préconisation, je crois. 300 ou 400. Et à partir de ça, il faut un deuxième train parce que donc là, tu as commencé à avoir de la gestion de portfolio et synchroniser les trains entre eux. Mais parce que mais par contre, j'allais dire, c'est trop gros, quoi. de- dans les plus petites structures, t'as quand même le problème de est-ce que t'as besoin de gens spécialisés ou de gens plus généralistes, quoi. Ouais. Et de si t'as pris des gens spécialisés, comment tu fais pour les occuper pour toujours, quoi. Parce que c'est un problème, du coup. Au niveau de 10 personnes, tu peux vraiment embaucher quelqu'un spécialisé qui, à un moment, n'a plus beaucoup d'occupation et va s'ennuyer un peu, quoi. Ouais, ouais, c'est plus du management de personnes, hein. Faut au moment de le recruter, peut-être avoir prévu ça, ou se dire est-ce qu'il a prévu d'évoluer dans le bon sens chez nous. Ouais, Après, il a c'est pas pas de si simple. motivation, donc. Oui, oui. Enfin, je pense que idéalement, dans des structures de cette taille-là, t'as quand même envie d'avoir le maximum de gens qui, au minimum, sont curieux et acceptent de faire des trucs différents de leur spécialité, quoi. Mais il y a des spécialités pour lesquelles c'est difficile. Et ouais, enfin, tu le disais pour l'embarquer ou pour même les trucs système, des fois enfin, tu vas tomber plus souvent, je pense, sur des gens qui n'ont pas envie d'aller faire du front et qui font aussi de l'embarquer, quoi, par exemple. Yes. Bon, voilà, je pense que ça a fait le tour. C'est quoi la conclusion, du coup? Ouais, En la fait, on est conclusion, d'accord c'est sur, que c'est la mieux d'avoir conclusion, des c'est que ça streamlines. dépend, quoi. Voilà. Il y a des gens qui ont écrit des choses dessus. Vous pouvez vous en inspirer pour vous aider à comprendre comment mesurer et faire des équipes, mais en gros, ça dépend, quoi. Ouais, après, est-ce que, enfin, moi, j'ai une conclusion quand même globale, c'est que j'ai quand même l'impression que on a encore pas la structure optimale pour toutes les boîtes, ça n'existe toujours pas Je et pense que ça globalement, n'existera tout le monde jamais. va faire un truc à sa sauce, inspiré de quelque chose et puis on itérera, quoi. Mais est-ce que c'est pas le mieux de dire je teste un truc, j'itère et puis petit à petit on arrive sur un truc qui fonctionne, C'est quoi. plus agile, en tout cas. Et il reste la problématique de grossir quand ça t'arrive, quoi. Parce que bah, pour une boîte établie, c'est pas trop un problème. Tu peux itérer, tes équipes elles vont pas bouger énormément. Dans une startup, je trouve ça hyper compliqué enfin, d'itérer sur ta façon de travailler et de grossir potentiellement en même temps. Parce qu'en fait, elle a besoin de changer juste parce que tu grossis. Donc, Ouais. mais ouais, ok. Bon, voilà. J'espère que ça vous a plu, cette conversation sur les équipes et que ça vous a aussi peu éclairé que nous. Je partagerai les liens dans la description. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Ciao.